Le congrès extraordinaire du RPR, un projet politique pour l'après-socialisme et un plan de redressement économique et social. Le colloque du Parti socialiste sur le changement, 7 chefs de gouvernement socialistes confrontent leurs vues sur la crise économique. Les pays exportateurs de pétrole réunis à Genève, toujours pas d'accord sur la fixation des quotas de production. La chute du satellite espion soviétique en perdition depuis un mois, le plus gros fragment doit atterrir vers minuit dans l'océan Indien. Madame, Monsieur, bonsoir. Une seule phrase sur les élections municipales dans un discours de plus d'1 heure, en clôturant ainsi cet après-midi à la porte de Versailles à Paris le congrès extraordinaire du RPR que présidait Jacques Chirac. Jacques Chirac a bien défini le véritable objectif que s'était fixé son parti à l'occasion du lancement officiel aujourd'hui de sa campagne pour les élections municipales. Cet objectif est celui de l'après-socialisme à partir d'un double projet politique et économique opposant à la situation actuelle une solution de rechange radicale. Réunis dans le parc des expositions de la porte de Versailles, 3500 délégués représentant les 800 000 adhérents que revendique le RPR ont été rejoints dans l'après-midi par des dizaines de milliers de militants acheminés de toutes les régions du pays. Gage de l'effort d'unité de l'opposition, une délégation de l'UDF était présente, mais une panne d'électricité de dernière minute dans le quartier de la porte de Versailles a empêché la retransmission du sujet que doit nous envoyer d'un instant à l'autre Jean-Louis Lucenne. Nous le passerons donc dès que nous l'aurons. Autre parti, autre thème, autre style, en ce dimanche décidément bien occupé par la politique, le Parti socialiste concluait de son côté un colloque de 3 jours sur le thème du changement et de ses acteurs. 7 chefs de gouvernement se réclamant du socialisme ont ce matin comparé leur analyse de la crise économique mondiale. Les socialistes n'ont pas de remède miracle face à la crise, mais ils offrent une réponse démocratique et solidaire, ont-ils dit. Jean-Michel Mercurol. 5 premiers ministres, un chancelier, un président de gouvernement, la 4e journée des rencontres du PS sur les acteurs du changement a pris ce matin l'allure d'un véritable sommet diplomatique. Pour l'espagnol Felipe González et le grec Andreas Papandreou, pour l'autrichien Bruno Kreisky et le suédois Olof Palme, pour les chefs de gouvernement sénégalais, finlandais et français, le socialisme au pouvoir doit trouver face à la crise ses solutions originales. Celles de la droite sont dépassées et celles des régimes communistes ont échoué. Premier intervenant ce matin, Pierre Mauroy a voulu d'abord souligner la vocation du socialisme français à gérer, maintenant qu'il possède la durée. Il faut mettre en place des structures et des organisations non plus tournées vers la conquête du pouvoir, mais vers la transformation de la société, et ce n'est pas bien sûr la même chose. En tous les cas, dans la réunion d'aujourd'hui, je vois un symbole. Les partis de droite, les organisations de droite sont des organisations passagères, des sigles éphémères, quelquefois liés aux péripéties électorales. La gauche s'appuie sur des organisations qui ont traversé le siècle, qui ouvriront le prochain millénaire. Organisateur de ces rencontres, Lionel Jospin a remarqué, lui, par-delà la diversité des expériences socialistes dans les 7 pays, la profonde unité qui les rassemble dans leurs objectifs, mais aussi dans les problèmes qui leur sont posés. Ils doivent tenter de faire vivre la justice sociale sous les contraintes économiques. C'est un fait, un paradoxe et en même temps un lien logique, que nous sommes arrivés au pouvoir ou que pour certains d'entre nous, nous restons au pouvoir par le suffrage du peuple face à une crise extrêmement profonde sur le plan mondial. Et nous sommes comptables devant l'opinion mondiale et pour le mouvement socialiste de ce que nous faisons ou de ce que nous ferons. Conviés à l'Élysée à l'issue de leurs travaux, les chefs de gouvernement sont convenus de nouvelles rencontres pour explorer les possibilités de relance de l'économie mondiale. La concrétisation, en somme, de la nécessaire solidarité entre gouvernements socialistes voulue ce matin par tous les intervenants.
Le Premier ministre Pierre Mauroy a aussi insisté ce matin devant ses homologues européens et sénégalais sur la spécificité des problèmes qui se posent à la gauche française. Une gauche qui doit, a-t-il dit, passer d'une légitimité morale à une légitimité de gestion en imposant par la durée une véritable pédagogie du changement, car selon M. Mauroy, le premier obstacle au changement est d'ordre culturel. Autre événement politique ce soir, la prestation du secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, au club de la presse d'Europe 1. M. Marchais a fustigé la droite qui cherche à déstabiliser le pouvoir en place, ce sont ses termes, et il a appelé les électeurs de gauche à se mobiliser pour les municipales. Écoutons-le. Tous les sondages montrent qu'autour des maires sortants, la situation de la gauche est bonne. Et tous les sondages montrent, en tout cas, que, pour ce qui concerne les électeurs communistes, moi j'en ai regardé pas mal, on dit entre 85 et 90% des électeurs communistes sont déjà décidés à voter pour la liste d'union de la gauche. Un tout petit peu moins, pas beaucoup, mais un petit peu moins pour les électeurs socialistes, 4-5% en moins. Autrement dit, il ne faut pas se cacher, et nous ne nous cacherons pas. Vous avez observé d'ailleurs que depuis plusieurs semaines, nous nous sommes résolument attaqués à ce problème, convaincre les électeurs que s'ils se laissaient abuser par ces démagogues que sont les Giscard, Chirac et Barre, si par malheur ils s'abstenaient un tant soit peu avec l'idée de donner un avertissement au gouvernement, ils favoriseraient le retour à la politique dont ils ne voulaient plus, ils l'ont dit en 1981. Alors, voilà la double raison, mais on voit que ces élections vont être très politisées, et par conséquent, tous les efforts doivent être entrepris pour le succès de la gauche et pour garder, conserver toutes les municipalités dont nous disposons. Et par ailleurs, les groupes communistes du Sénat et de l'Assemblée nationale ont conclu cet après-midi un colloque de 2 jours sur le thème de la sécurité et de la tranquillité publique. Les élus communistes ont insisté sur la prévention plutôt que sur la répression souhaitée par la droite, disent-ils. Ils ont réitéré leur soutien aux propositions du rapport Bonne-Maison, prônant une meilleure coopération entre les maires et les forces de l'ordre. Voilà, je crois que nous sommes maintenant en mesure de vous diffuser le reportage de Jean-Louis Le Senne sur le congrès extraordinaire du RPR. Diffusion, je vous le rappelle, qui a été empêchée en début de journal par une panne de courant dans le quartier de la Porte de Versailles à Paris où s'est tenu ce congrès. Jean-Louis Le Senne, vous êtes prêt ? Bien, eh bien, poursuivons, reprenons la suite de ce journal et j'espère que Jean-Louis Le Senne aura retrouvé sa voix d'ici là. Un mot encore à propos de la campagne des municipales. Le syndicat des chômeurs entend maintenant peser sur cette campagne. Il demande aux candidats de s'engager publiquement à créer un minimum chômage en faveur des chômeurs les plus défavorisés. Toujours en toile de fond des municipales, la querelle de l'enseignement, la manifestation laïque organisée aujourd'hui à Paris par le syndicat national des enseignements du second degré a été saluée par les cloches de Notre-Dame avec une teinte d'humour. Plusieurs milliers d'adhérents ont ainsi conclu 2 jours de réflexion sur l'avenir de l'école en affirmant dans la rue leur volonté de transformer le système éducatif en construisant une école pour réussir. C'était leur slogan de la journée. Autre congrès sur le même thème mais avec d'autres conclusions, celui de l'Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves qui s'oppose au projet actuel et revendique la prédominance absolue de la famille dans l'éducation des enfants. Avant le début demain d'une semaine sociale qui sera à nouveau marquée par les conflits dans l'automobile, une prise de position a signalé aujourd'hui celle de la Fédération Force ouvrière des métaux qui réclame des négociations globales à l'échelle des entreprises, notamment chez Renault.
Nouveau pacte social conclu la nuit dernière en Italie, au plus grand soulagement du gouvernement dont l'existence était menacée depuis des semaines par l'agitation sociale, au soulagement aussi du patronat et de la fédération des 3 grandes centrales syndicales qui évitent ainsi de justesse une confrontation de grandes envergures. Ils ont signé un accord complexe qui réaménage entre autres le système d'indexation des salaires sur les prix. Le téléphone sonne, oui. Voilà, nous sommes prêts maintenant donc à vous diffuser le reportage de Jean-Louis Le Senne sur la journée et le congrès extraordinaire du RPR à la porte de Versailles à Paris. Le courant est rétabli. Jean-Louis Le Senne, vous avez retrouvé votre voix? Quels que soient les chiffres avancés par les uns ou par les autres, il sera impossible de dire exactement combien de personnes ont voulu assister cet après-midi au grand rassemblement populaire du RPR. Toujours est-il que les 60 000 mètres carrés de la porte de Versailles étaient remplis et que pendant les 90 minutes du discours de Jacques Chirac, les applaudissements ont souvent couvert la voix de l'orateur. Plébiscite pour un homme, on pouvait s'y attendre, plébiscite également pour une idée, car le leader du RPR ne s'est pas contenté de lancer la campagne des municipales, il a également repris point par point les grandes lignes du contre-programme de gouvernement voté ce matin même par le congrès extraordinaire du mouvement, notamment sur les dénationalisations englobées dans ce qu'on appelle ici pompeusement la désétatisation. Il faudra désétatiser les groupes que le capitalisme d'État s'est constitué au fil des ans, en 1981, mais aussi dans un passé plus lointain, devront être transférés à la nation et remis en situation de concurrence. Mais nous irons très loin. Dès que l'alternance aura joué, une rupture immédiate devra intervenir avec les déplorables habitudes qui s'instaurent, tant dans la procédure de désignation des dirigeants qui seront choisis en raison de leurs compétences professionnelles et non de leurs amitiés politiques, que dans la dévolution du capital, dont la possession devra être immédiatement transférée à une institution financière autonome. Jacques Chirac a également joué aujourd'hui sur la sensibilité droitière du RPR, notamment lorsqu'il a évoqué la participation des ministres communistes au gouvernement. En France, aujourd'hui, nos libertés reculent. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement lorsqu'on sait qu'agissent sans tapage, mais non sans efficacité, les ministres communistes dans leurs administrations, transport, santé, fonction publique, formation professionnelle, ainsi que les PDG communistes dans certaines entreprises étatisées ou la CGT dans les autres. De la médecine, qui est ainsi union pour gagner les élections municipales, qui doivent retentir comme un avertissement solennel adressé au gouvernement. Mais un vote d'avertissement ne suffirait pas. Il faut que ce soit aussi un vote de confiance et d'espoir, c'est-à-dire l'affirmation d'une volonté d'union de tous les Français, au-delà même des échéances électorales immédiates, pour redresser ensemble une France aujourd'hui ébranlée. Il reste que Jacques Chirac a pris garde aujourd'hui de ne heurter personne, ni les gaullistes historiques, ni les éléments les plus libéraux de son mouvement, pour tenter de récupérer tout le monde. Il voudrait bien que la porte de Versailles 83 soit au municipal ce que Pantin a été aux législatives de 78, le petit coup de pouce qui fait la différence. Voilà en tout cas côté RPR des propos et un climat qui prouvent bien, si l'on garde dans l'oreille la tonalité des discours tenus par ailleurs ce matin au colloque du Parti Socialiste, en particulier dans la bouche de M. Mauroy, des propos qui prouvent bien, Albert Duroy, le très grand contraste
qui marque donc les deux événements politiques de cette journée, le congrès du RPR et la fin du colloque du Parti socialiste. Oui, évidemment, les deux rassemblements d'aujourd'hui, le socialiste et le chiracien, ne peuvent pas être mis sur le même plan. D'un côté, la salle feutrée d'un grand hôtel parisien, quelques centaines de responsables studieux devant 7 chefs de gouvernement. De l'autre côté, une très grande foule de militants exubérants devant une tribune grandiose où se succèdent des orateurs virulents. Rien de comparable donc, sauf que chacune des deux manifestations a donné le coup d'envoi de la campagne électorale des municipales. Et Pierre Mauroy a donné la clé du comportement des socialistes en soulignant ce matin qu'après s'être pendant 23 ans préoccupé principalement de la conquête du pouvoir, il s'intéresse aujourd'hui à la transformation de la société. D'où la volonté de montrer que le gouvernement socialiste français s'insère dans un mouvement international de longue haleine et qu'il peut compter sur des solidarités actives. Pour Jacques Chirac, c'est exactement le contraire. C'est de reconquête du pouvoir qu'il s'agit, en présentant un projet politique, un plan de redressement qui prend le contre-pied en tout point de la politique actuelle. Le RPR est en train de refaire de la même façon le chemin parcouru par le Parti socialiste lorsqu'il était dans l'opposition. Simplement, le RPR pense qu'il arrivera beaucoup plus vite, lui, à ses fins. Mais de part et d'autre, le danger est évident. Pour les socialistes, celui de ne pas mobiliser suffisamment les énergies. Quel militant trouvera dans les doctes propos de ce matin de quoi mener sur le terrain la bataille des élections municipales? Pour Chirac, au contraire, le danger est de se faire déborder par ses militants. S'il veut se débarrasser de cette image un peu agressive, agitée, disait M. Giscard d'Estaing, d'ici à l'élection présidentielle, il ne peut que récuser les propos les plus souvent enflammés tenus tout à l'heure par ses lieutenants du RPR. Bref, le risque est, côté socialiste, l'indolence et côté chiracien, l'outrance. Passons de la politique au pétrole maintenant avec le sommet de l'OPEP, le prix et le volume de la production pétrolière de chaque État membre. Telle est la difficile équation que recherchent depuis ce matin les pays exportateurs de pétrole réunis à Genève. Après l'échec de leurs 2 sommets précédents, les membres de l'OPEP sont acculés à un compromis d'autant plus difficile que la baisse du prix du pétrole sur le marché international compromet leurs ressources sans pour autant faire le bonheur des pays consommateurs. Sur place à Genève, Laurent Sauerve. Des réunions de l'OPEP, rien ne transpire jusqu'à la conférence de presse finale. Rien de solide. Des bruits, des rumeurs, des on-dit. Alors que dit-on? Que c'est la 5e tentative en 10 mois pour aboutir à ce que les 13 pays membres de l'OPEP se mettent d'accord pour réduire réellement leur production. C'est le seul moyen d'éviter que le prix du pétrole brut ne continue de baisser. Le seul moyen, il faut faire vite avant le printemps, avant que la consommation ne baisse à nouveau. Y a-t-il un espoir que les 13 ministres se mettent d'accord ce soir, ou peut-être demain matin, pour répartir des quotas de production pour chaque pays? C'est le point le plus délicat, le problème le plus difficile à résoudre. La conférence de l'OPEP qui s'est tenue il y a un mois à Vienne a échoué sur ce point. Aujourd'hui, il semble que l'Arabie saoudite consente à réduire encore sa production, à condition que d'autres en fassent autant. Les pays du Golfe sont prêts. La Libye, d'ordinaire très revendicative, ferait un effort. En revanche, l'Iran obtiendrait, lui, en partie ce qu'il réclame, c'est-à-dire un relèvement de son plafond qui lui a été attribué en mars dernier, un plafond que tout le monde reconnaît comme étant trop bas. Même le Venezuela et le Nigeria seraient prêts à faire des sacrifices, bien qu'ils soient dans une situation financière très difficile, presque dramatique. Ils sont très endettés. Il est vrai qu'ils n'ont pas le choix. Si les pays de l'OPEP n'arrivent pas à se mettre d'accord pour réduire d'une manière concertée, d'une manière crédible leur production, ce serait l'anarchie sur le marché, la guerre des prix, peut-être leur effondrement, ce qui serait grave pour les pays producteurs, cela va de soi, mais aussi pour les pays industrialisés comme le nôtre. Vive controverse en Israël après la rencontre il y a quelques jours de Yasser Arafat et de 3 personnalités israéliennes du comité pour la paix israélo-palestinienne. 3 ministres ont en effet demandé que des poursuites soient engagées contre eux. Le gouvernement israélien qui s'est réuni aujourd'hui et qui en a débattu n'a pris pour l'instant aucune décision sur cette affaire qui, d'après son porte-parole, relève le cas échéant des autorités judiciaires. Nouvel acte de terrorisme en Corse la nuit dernière. À Saint-Florent, près de Bastia, la villa de l'actrice Micheline Prel a été en grande partie détruite par une charge d'explosifs. L'attentat n'a pas été revendiqué. À la suite de la fusillade hier dans le hall du Grand Hôtel à Paris, l'agent de sécurité de l'hôtel qui était intervenu dans la bagarre est mort ce matin des suites de ses blessures. Il s'agissait d'un règlement de compte entre proxénètes.
L'agitation continue dans certaines prisons françaises. À Nice, une centaine de détenus ont réussi à gagner le toit de la prison, munis de banderoles réclamant le parloir libre et l'accès à la presse. D'importantes forces de police ont pris place autour des bâtiments ce soir. Et à Beauvais, une trentaine de détenus ont manifesté dans le même sens ce midi, mais ils ont réintégré leurs cellules sans intervention des forces de l'ordre. 5 ans, jour pour jour, après la chute d'un satellite soviétique identique sur le territoire canadien, Cosmos 1402, ce satellite espion en perdition dans l'espace depuis près d'un mois, va retoucher terre ou mer en morceaux. Dans un premier temps, le plus gros morceau du satellite qui vient de passer par 2 fois en orbite au-dessus de l'Europe doit faire sa rentrée dans l'atmosphère dans les heures qui suivent. C'est ce qu'affirment les observateurs américains du Pentagone qui, à la différence des soviétiques, se refusent à prévoir l'endroit précis de l'impact. D'après les soviétiques, il s'agirait de la mer d'Oman, au confluent du golfe Persique et de l'océan Indien. Le petit sultanat a décrété l'état d'urgence pour s'y préparer tant bien que mal. Et en France, on suit aussi avec attention le sort du satellite espion. Philippe Dumez et Michel Halal. Parce que ce sont eux qui construisent les cosmos et ils ont l'habitude pour savoir qu'entre minuit et 7 heures du matin, ce sera le compartiment de propulsion qui va rentrer dans l'atmosphère et pas encore la charge nucléaire. Les Américains qui surveillent cette chute avec tous leurs moyens sont finalement du même avis, mais ils craignent cependant que, comme en 78, lors de la chute de Cosmos 954 au Canada, des débris un peu radioactifs ne retombent sur Terre. Au CNES, à Toulouse, on estime le dernier passage aux alentours de 23h30. Le satellite espion survolera alors le Danemark, les pays de l'Est européen, la mer Rouge et enfin la mer d'Oman ou l'océan Indien. On pense que cette partie du Cosmos 1402 se consumera d'ailleurs dans l'atmosphère. La chute de la charge nucléaire, ce sera pour le 8 février, mais en France, on est confiant et on prend tout de même des précautions. C'est ici, au centre opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile, que sont centralisées depuis 3 jours toutes les informations venant des États-Unis, de Chine et du RSS sur le satellite 1402. Le CODISC a installé un dispositif d'alerte en liaison avec le Commissariat à l'énergie atomique, les sapeurs-pompiers départementaux, le ministère de la Défense et la Sécurité Civile, dont 2 unités de 462 hommes qui sont prêts à intervenir partout et à tout moment. 22 colonnes mobiles d'intervention radiologique sont réparties sur tout le territoire. Le groupement aérien comporte 26 Alouette 3, 3 avions Trackers, des DC-6 et 9 Canadair. 15 hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, Alouette 3 et Gazelle, sont également prêts. L'orbite déterminée par les calculs des Américains, des Soviétiques et des Français du CNES à Toulouse est celle qui passe au large des côtes basques. Mais on est formel ce matin à la Direction de la Sécurité Civile. Le territoire français ne sera pas concerné par la chute de l'engin. Quant au gros morceau du satellite, il est prévu de tomber le 8 février. Oui, j'ajoute que les soviétiques sont les seuls à ignorer ce suspense. Leurs moyens d'information ont en effet jusqu'ici passé complètement sous silence les précisions communiquées par leurs experts. C'est à 21h ce soir, heure française, qu'aura lieu au Madison Square Garden de New York le choc frontal de 2 très grands joueurs de tennis, aujourd'hui sans doute les meilleurs du monde. En finale des Masters, l'Américain John McEnroe face au Tchécoslovaque Ivan Lendl, 2 joueurs au style et au tempérament très différents, mais à la puissance de jeu comparable. Roger Zabel. À gauche, John McEnroe, l'Américain. À droite, Ivan Lendl, le Tchécoslovaque. Pour l'Américain, l'arme suprême, c'est un service puissant et placé, suivi la plupart du temps d'une volée redoutable, et ceci grâce à une anticipation prodigieuse et à un jeu de jambes dont rêveraient certains boxeurs. On affirme du côté de la faculté américaine que son acuité visuelle est unique au monde. Pour le Tchécoslovaque, le service est également extrêmement rapide et précis, mais lui suit rarement son engagement à la volée. Son arme, c'est un bon revers, mais surtout une gifle de coup droit, dont les accélérations ont laissé sur place plus d'un joueur de tennis. Les caractères diffèrent également. McEnroe est surnommé à juste titre Super Brat, sale gosse. Il ne supporte aucune faute d'arbitrage, mais ses montées d'adrénaline lui sont indispensables. Il ne cherche jamais à tricher lorsqu'il discute, c'est qu'il se sent réellement volé.
Oh, qu'il est vilain. Quant à Ivan Lendl, imperturbable, même une mouche dans un verre le fait à peine sourciller, cela s'appelle un masque, pas très gai quand même. Les chances maintenant. Eh bien, si John McEnroe est plus vieux d'1 an, il a 23 ans, leurs chances sont tout à fait égales, compte tenu de leur palmarès respectif cette année, car si Ivan Lendl a gagné 13 tournois, John McEnroe en a gagné 6, mais il est chez lui à New York. Cela dit, Lendl est le tenant du titre, les forces sont donc tout à fait équilibrées. Alors, comment trouver un point commun à ces deux joueurs si différents? Il en est un pourtant, ce sont deux prodiges du tennis, deux grands dont les jeux se complètent parfaitement. Avec eux, le spectacle est toujours de qualité et les dollars tombent avec la même intensité. Et on le verra ce soir. Björn Borg renoncerait à la compétition. D'après l'agence centrale de presse qui reprend les propos de son entraîneur, Björn Borg n'a plus envie de s'entraîner 4 heures par jour. Il éprouve une grande lassitude. Il accepterait cependant de participer encore à des exhibitions, mais il abandonnerait donc la compétition. Les résultats et les rapports du tiercé maintenant. Le tiercé qui s'est couru cet après-midi à Vincennes. À l'arrivée, le 12, le 10 et le 15, de tout petits rapports, vous le voyez, 542 francs 50 pour 5 francs dans l'ordre, et dans un ordre différent, 108 francs 50. Un mot de ski avec 2 épreuves importantes comptant pour les Coupes du Monde. Chez les dames à Saint-Gervais, l'américaine McKenna a remporté haut la main le slalom géant. La meilleure française, Carole Merle, est 3e. Côté messieurs, victoire du Suédois Stenmark au slalom de Kitzbühel. Du ski encore avec des images superbes puisqu'il s'agit de ski artistique. Le ski artistique est devenu un sport à part entière. Une épreuve de Coupe du Monde vient d'ailleurs de se dérouler à Tignes avec de très bons résultats pour l'équipe de France. Éric Labourex a décroché la première place du combiné. Philippe Desbert, 2e dans les bosses et Christine Rossi, 2e en ballet. Gérard Holtz et Dominique Merlin ont eu la chance d'aller suivre l'entraînement des Français à Courchevel. Le ski artistique, c'est ça. Trois disciplines tout à fait différentes. Le saut, le parcours dans les bosses, le hot dog en américain, et le ballet. Un sport encore jeune, un sport de haut niveau, un sport spectacle, assez mal connu en France, malgré les excellents résultats du triple champion du monde, Nano Pourtier. Notre sport était neuf, et il l'est encore. Beaucoup de gens ne s'y ont pas intéressés ou ont été mal renseignés dès le départ en pensant que c'était un peu le cirque, en pensant qu'ils confondaient show avec Coupe du Monde, etc. Alors qu'il y a des shows professionnels qui montent des spectacles et il y a ici en France une équipe nationale qui travaille le ski artistique, qui s'entraîne toute l'année au même titre que les autres équipes et qui tourne en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde. Donc je pense qu'il est bien de le rappeler, de ne pas confondre les deux choses. Une équipe de France, en effet, qui s'est entraînée très sérieusement et qui, au fil des mois, se rapproche maintenant des meilleurs, les Canadiens et les Américains. En ballet, par exemple, Christine Rossi, 2e au classement mondial. L'élégance, la technique, le charme. C'est du ski, c'est toute la technique, les appuis qu'on retrouve en ski, mais c'est tout le gestuel de la danse. On travaille beaucoup en danse, on fait beaucoup de chorégraphie. Oui, c'est de la danse. Et quel est votre but cette année? Disons que ça fait 3 ans que je suis 2e, j'aimerais bien quand même battre la championne du monde cette année. On va essayer, mais j'aimerais bien. De plus en plus de jeunes s'intéressent au ski artistique. C'est un bon signe pour l'équipe de France de demain et ils savent déjà qu'il leur faudra conjuguer audace et prudence. Super
Superbe en tout cas. Alors restons dans les figures de style avec les prévisions de Philippe Dumez pour le temps de demain. Elles sont relativement bonnes pour demain justement. Alors profitons-en. Il y aura bien sûr toujours du brouillard depuis le nord-est jusqu'au sud-ouest. Ils seront d'ailleurs souvent givrants dans l'intérieur parce que la nuit va être très très fraîche. Et puis en cours de journée, eh bien, il y aura quelques nuages qui vont progresser comme ceci depuis le nord jusqu'à la Bretagne. Mais dans l'ensemble, c'est quand même du temps plutôt agréable et très ensoleillé. Du côté des températures, eh bien, vous le voyez, les nuages qui vont progresser ici donc sur toutes les côtes de la Manche vont amener une certaine douceur. Et puis ailleurs, ma foi, c'est carrément de la chaleur dans le sud-ouest et sur les côtes méditerranéennes. C'est un temps bien agréable pour la saison. Demain, le soleil brillera pendant 9 heures et c'est la fête des François. Et à 22h45, Hervé Claude vous présentera notre édition de la nuit, pimentée dans une page spectacle par Clémentine Tango, une créature ambiguë extraite d'un film qui doit sortir la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.